Le cœur du problème de la fin de vie, je tiens à le rappeler, pour moi c'est l'élément fondamental, c'est la solitude. Juste une précision, dans la proposition de loi, la nouvelle, la formation à tous les intervenants auprès des patients, et en particulier auxiliaires de vie, serait un droit. La formation. Oui, je remercie d'abord toutes les personnes qui se sont exprimées à la table parce que c'est une très grande tenue. Je n'ai pas du tout la facilité de parole, mais en mon nom propre, j'ai quelques questions à poser. Je me suis permis d'écrire quelques lignes très courtes parce que, je vous dis, je n'ai pas la facilité de parole. Et mes questions, c'est au nom de quoi, au nom de qui me refuser le droit d'avancer l'heure de ma mort de quelques heures, jours ou semaines, alors que je choisis ce moment où je suis encore consciente pour faire mes adieux, pourquoi pas une petite cérémonie, un rituel, et assumer ainsi mon départ. La mort choisie dans ces conditions est une décision, à mon avis, authentiquement humaine, un acte de liberté, un acte responsable, un acte d'une personne vivante. Au nom de quoi, de qui me refuser ce droit, alors que toute ma vie, on m'a encouragé à poser des actes libres tant qu'ils n'entravent pas la liberté d'autrui. Au nom de quoi, de qui, je pose la question. Et si je pose la question dans ces termes, c'est parce que la loi nouvelle Claes-Leonetti ne répond pas à ces questions. Je vous remercie. Évidemment, chère madame, poser des questions là, ça devrait nous amener au moins jusqu'à la fin de la nuit. Alors on va essayer de faire court. Vous dites, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Oui, on entend souvent dire, mais on ne le fait jamais. Imaginez que vous ayez quelqu'un autour de vous qui file du mauvais coton. Hein. Imaginez la chose suivante, j'invite quelqu'un à déjeuner. Tu viens ce week-end? On me répond, non, non, je me suicide. Ah, tu viens pas. Tant pis. Donc je ne te compte pas. Non, on fait jamais ça. Évidemment que la liberté d'autrui, on l'écrase très souvent dès lors que l'on considère qu'il y a un intérêt supérieur. Évidemment que la liberté d'autrui ne peut pas exister dès lors qu'elle entrave complètement une conscientisation déréglée. Donc effectivement, première chose, cette phrase dogmatique, la liberté d'autrui, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, n'est pas nécessairement vraie. Deuxièmement, vous dites au nom de quoi? Pourquoi chercher au nom de quoi? La liberté, vous dites, ma liberté serait de m'en aller à un moment donné. Bien. Mais si je puis choisir ce moment-là, si je puis disposer totalement de mon corps, ben, ça a des conséquences. Et pas que des conséquences au niveau de la mort, ça a des conséquences au niveau de la vie. Car si mon corps m'appartient, alors les conséquences ne sont pas que de la mort. Si mon corps m'appartient, je puis le vendre, je puis le louer. Si mon corps m'appartient, je puis faire énormément de choses avec. Et je pense que se focaliser sur la mort est, à mon avis, un procès à faire à la mort. Car ce n'est pas le problème de la mort, en vérité. C'est le problème de ma disposition de mon corps. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc il n'y a pas de haut nom d'eux. Suis-je, moi, un être vivant qui possède mon corps, ou suis-je, moi, un être vivant qui ne possède pas mon corps? Ça, la loi peut le reconnaître ou pas. Vous savez, cette histoire d'indisponibilité du corps, on va le dire en secret, là, mais vous ne le répéterez pas, cette disponibilité du corps, c'est une bonne vieille doctrine chrétienne. Oui, le corps appartient à Dieu. Alors évidemment, quand la République est arrivée, ils n'allaient pas mettre la disponibilité parce que ça appartient à Dieu. Bon, on le rend quand même indisponible. On ne sait pas qui il appartient, mais il est indisponible quand même. Maintenant, si on veut changer ce mode de législation et passer à une possession pleine et entière du corps, alors il faut en assumer toutes les conséquences, et pas que le moment de la mort. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est toutes les conséquences possibles et imaginables. Pourquoi ne vendrais-je pas un rein à un d'entre vous qui en a besoin? Et pourquoi n'aurait-il pas une bourse du rein? Eh oui, mais pourquoi voilà, vous l'avez dit à votre place, c'est la vieillesse. Donc vous voyez, légaliserait pas, voilà, ça y est, je l'ai dit. Donc vous voyez, je crois que c'est ça qui me semble important, c'est, effectivement, ce soir nous parlons de la mort, nous parlons de la fin de vie, la fin de vivant,
mais peut-être qu'il ne faut pas non plus le déconnecter de l'ensemble du statut du corps. On ne peut pas dire qu'il y a le corps qui va mourir, et il y a le corps qui veut mourir, ou le corps qui vit. C'est le même statut. Et je crois que c'est un petit peu piégeux de différencier le moment de la mort du reste. Regardez, on en a parlé il y a pas si longtemps, il y a une minute peut-être, oui. Regardez, la GPA. Ah, on va changer là, on va passer du petit. La GPA. Rapidement, parce que ce n'est pas le thème de la Bien sûr, mais vous allez voir ce que j'allais dire. La grossesse pour autrui. La grossesse pour autrui, si elle n'est pas facilement acceptée en France, c'est que par exemple, parce qu'on ne peut pas louer, a priori, ce qui ne nous appartient pas d'ailleurs encore. Mais si en plus on le fait, eh bien on se retrouve devant des dispositions légales qui sont un peu compliquées. Donc vous voyez, tout ça c'est un petit peu la même idée. Et je crois que si on n'arrive pas à avoir une idée précise de cette notion et d'accepter ou pas cette notion d'indisponibilité du corps, alors oui, ça sera un peu compliqué parce qu'on fera en sorte de séparer les problèmes alors qu'en fait ils procèdent du même lien. Moi, je voudrais ajouter que, contrairement aux apparences, le choix de sa vie, le choix de son ultime choix définitif, n'est pas purement un choix individuel, il est impliqué dans la société. Et ça nous échappe, qu'on le veuille ou pas. Deuxièmement, au nom de quelle humanité on va imposer aux autres humanités un choix de vie qui ne correspond pas à ce que tous les autres pensent. Je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Ça, c'est fondamental. Pardon d'être bavarde, mais évidemment, là, quand on fait des soins palliatifs, enfin de la médecine palliative, alors pardon, Agnès, on n'est pas que dans la technique, ne nous fais pas ce procès-là, parce que quand même, on est loin de ça, et on ne veut pas que l'arbre cache la forêt de tout ce que recouvre effectivement la fin de la vie. Alors, je ne dis pas le vivant, parce que moi j'ai essayé de lire Proscience, là, qu'est-ce que le vivant? Et je dois dire, je n'ai pas encore compris, donc je ne rentre pas là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même là une responsabilité qu'on voudrait confier à la médecine qui est strictement exorbitante, de décider du droit de vie et de mort. Alors voilà, moi je ne me reconnais pas là-dedans comme médecin, mais après si la société veut créer d'autres instances pour répondre à des désirs, des besoins, pourquoi pas, mais en tout cas à la médecine, je trouve que c'est donner à la médecine, enfin lui donner un blanc-seing qui à mon avis est totalement excessif. Il y a déjà pas mal de dérives, donc bon, moi je serais assez inquiète avec ça. Et puis ensuite, il y a la question de la culpabilité. Et quand on discute avec nos collègues qui sont dans des pays où l'euthanasie est légalisée, c'est pas... Alors il y a des gens qui sont droits dans leurs bottes, qui disent que non, jamais de problème, tout va bien, etc. Et puis il y a des gens qui sont capables de s'écrouler en pleurant devant vous, en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» Effectivement, au nom de qui et au nom de quoi? Un peu particulier, des médecins de fin de vie qui aident à la... Je voudrais savoir où vous puisez cette énergie, cette force de dire à un patient, bon, je schématise un peu, bien voilà, on ne peut plus vous guérir, mais par contre on va vous aider à partir sereinement. Je trouve ça d'une insolence énorme. Donc, comme je comprends que vous êtes des gens, des personnes intelligentes et pas insolentes, il y a forcément quelque chose dans votre inconscient, peut-être l'inconscient est sûrement quelque part, qui vous aide à accompagner ces personnes-là, et voilà, et où vous avez puisé cette envie aussi d'être les accompagnateurs des gens qui travaillent en soins palliatifs, parce que je crois savoir que c'est très particulier. Les infirmières et les infirmiers subissent une formation spéciale qui coûte très cher, etc. Donc je voudrais juste que vous, si vous pouvez, sans que ça vous invite à faire de prosélytisme, parce que vous êtes ou croyant ou pas, mais enfin il y a bien quelque chose. On n'est pas que des mammifères qui allons tous mourir quand même. On a bien le droit de penser. Si, bon.
Alors moi, je crois qu'il y a quand même une conscience. Alors, les croyants, on appelle ça l'âme, l'esprit, etc. Bon, je ne fais pas pour les élitismes, donc je pense qu'il y a une conscience qui, elle, ne s'achève pas. Et dont vous avez une perception, vous, inconsciente. Et c'est ça, finalement, qui vous aide à vous affranchir de cette insolence et qui permet de dire à quelqu'un, bon, on va vous accompagner, sereinement. Merci de me répondre. Moi, je vais vous répondre une chose très simple. Je crois que ce qui est à la base de notre approche... Allez, c'est bon, c'est bon. Un, deux. Ce qui est à la base de notre approche, tout d'abord, c'est l'intérêt pour les autres. Et moi, je reprendrai une phrase d'Emmanuel Lévinas, et le philosophe ne me contredira pas, c'est l'altérité. L'altérité, c'est être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute à la souffrance de l'autre. À partir du moment où on est imprégné de ces principes, on ne peut qu'avancer dans ce domaine. Je crois qu'il faut aimer les autres pour faire ce métier. Et vous avez l'exemple là de 2 médecins éminents qui s'occupent de fin de vie, qui se consacrent totalement à cela, et je crois qu'ils méritent tout notre esprit. Oui, je crois qu'après, moi je fais pas que du soin palliatif parce que je m'occupe aussi d'enfants qui vont bien, et heureusement, et toute notre équipe, on s'occupe un peu des deux, on ne peut pas faire que du soin palliatif pédiatrique à longueur de journée. Je crois aussi que probablement que, en tout cas moi j'ai le sentiment que ce qui se passe dans un accompagnement, quand on fait un accompagnement avec une famille, probablement que la richesse des échanges, la richesse des relations l'on peut avoir est quelque chose qui nous remercie beaucoup, en tout cas à chaque fois. Et puis on a quand même le sentiment que l'on rend service. Alors après, on a fait ce métier certainement pas pour rien, mais je crois que, en tout cas dans l'accompagnement de fin de vie, autant il y a parfois dans certaines situations médicales où on peut se demander un peu à quoi on sert, ou en tout cas qu'est-ce qu'on fait, là on peut se dire que franchement on a été utile. Moi, c'est ce qui me fait marcher. Alors, sans rentrer dans des considérations personnelles sur ce qui me fait avancer ou stagner, ou des fois reculer, ou des fois douter, ça très souvent. Je reviendrai juste sur la manière dont vous avez démarré votre intervention en disant on va vous aider à partir sereinement. Alors ça, c'est pas du tout l'objectif de la prise en charge, hein, d'aider les gens à partir sereinement. L'objectif, c'est vraiment de les aider à vivre le temps qu'il leur reste à vivre et qu'on ne connaît pas, de la meilleure manière possible. Alors là aussi, en construisant avec le patient, au quotidien, dans l'incertitude, dans les variations, dans les fluctuations, l'aider à construire sa vie. Voilà, jusqu'au moment effectivement ultime, qui des fois ne va pas nous échapper effectivement dans notre capacité à le prédire, parce qu'il y a un certain nombre de critères qui permettent effectivement de dire là on est vraiment très proche de la fin, quelques heures, ou des fois 2 jours, 3 jours, etc. Mais en règle générale, on n'accueille pas les patients pour les aider à partir sereinement. On les accueille pour les aider à vivre du mieux possible jusqu'à leur dernier moment. Merci. Oui, moi, c'est tout à fait mon expérience. Quand j'étais encore en activité, il m'est arrivé souvent, pas souvent, mais de conseiller une équipe de soins palliatifs aux gens que j'accompagnais à mon domicile, à mon cabinet, et d'avoir eu le retour des familles après, me remerciant d'avoir pu leur donner cette manière de terminer leur jour, et les familles me disant vous savez, grâce à eux, j'ai été réconciliée avec la médecine. Mais pour répondre aussi à la question de la jeune femme, je pense, parce que moi, comme vous, j'ai eu aucune formation du traitement de la douleur pendant mes études de médecine. Je pense que quand on est médecin et qu'on est face à quelqu'un qui est en grande souffrance, je crois que si on n'est pas compétent, on a des collègues qui le sont, donc pourquoi ne pas faire les appeler? Je ne comprends pas qu'on continue à prendre en charge quelqu'un qui souffre
alors qu'on ne sait pas traiter la douleur. Pour moi, c'est inadmissible. Bonsoir à tous. Donc, on a parlé plusieurs fois d'obstination déraisonnable. Je voudrais savoir où situer le degré de raisonnabilité. Et je pense que la réponse sera différente selon les disciplines, donc du philosophe, des médecins, des accompagnants, du souffrant et sûrement de la famille. La question, à partir de quel moment ce n'est plus raisonnable? Et donc, effectivement, la réponse sera extrêmement variable en fonction des environnements, comment dirais-je, des personnes en présence, des interactions. Il n'y a pas quelque chose d'absolu, et ce qui rend précisément l'application d'une loi difficile. On ne va pas oublier que la médecine, c'est un métier extrêmement difficile quand même, hein, et qui aujourd'hui n'a peut-être plus rien à voir avec ce qu'il était dans les années 50, on va dire. Voilà. En plus, médecine, ça ne veut rien dire. Dans la médecine, il y a 50 métiers différents. Et on est à l'ère de la spécialisation, de la surspécialisation. Donc le niveau de complexité, il est tous les ans, je dirais, un petit peu plus important. Les équations qu'on a à résoudre sont des équations à je ne sais pas combien d'inconnus. Probablement, en tout cas, que c'est là où le dialogue est probablement le moment où, en tout cas, pour déterminer effectivement à quel moment on est dans l'obstination déraisonnable, je dirais que c'est probablement seul le dialogue entre le patient, sa famille et les médecins qui peut permettre de le déterminer. Parce que pour une même situation donnée, dans une même situation médicale donnée, pour une famille ou dans une situation, ça pourrait être considéré comme de l'obstination, et pour l'autre comme des soins normaux à continuer et attendus. Donc je crois que c'est là vraiment où c'est le dialogue qui est le seul point qui permet d'avancer. Oui, je crois qu'un point essentiel aussi, c'est la question de fin de vie. Je crois qu'elle n'est pas très développée et les gens ne sont pas tellement informés à ce niveau-là. Donc le rôle du médecin, il est souvent seul, il décide seul, mais il ne peut pas tout, donc il faut le savoir. Oui, alors j'ai très peu de choses à rajouter, si ce n'est que, effectivement, le mot raisonnable ne peut s'admettre aussi que si on a les moyens de discerner. Le discernement, c'est pas si évident que ça, alors vous venez de le dire. Ben déjà, c'est un faisceau de paramètres, c'est un faisceau de dialogue, c'est beaucoup de choses. Et puis aussi, avoir une formation, comme disait madame tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de tout. C'est-à-dire que pour l'instant, le mot déraisonnable ou raisonnable, il nous paraît flou. Mais peut-être qu'avec plus d'habitude de formation, de cas concrets, de choses qui permettent d'ouvrir aussi à la discussion entre collègues, en faisant intervenir peut-être plusieurs spécialités, comme vous venez de le dire, et aussi mettre le patient au centre, et bien là, il y a peut-être aussi le moyen de faire en sorte que ce terme de raisonnable ne soit pas une norme, mais une dynamique. Je voudrais juste poser une question toute simple autour de la formation des soignants. Qu'est-il prévu dans la loi actuelle sur la formation à l'accompagnement de fin de vie pour les soignants dans leur cursus universitaire? J'ai vu quelque chose passer comme ça. Est-ce que quelque chose a été réfléchi pour la formation réelle des futurs médecins, des futurs soignants aux soins palliatifs et à l'accompagnement de fin de vie, qui pourrait aider justement tous ces, j'ai envie de dire, toutes ces collégialités entre les infirmières, les soignants en milieu hospitalier, en milieu, des médecins de ville, etc. Moi, je vais répondre pour les médecins de ville. Depuis cette année, il est prévu dans le cursus une formation à la fin de vie aux soins palliatifs. C'est tout nouveau puisque ce n'était pas inclus. Ça apparaissait dans chaque chapitre de la médecine, mais il n'y avait pas une formation spécifique. Et depuis cette année, il y a des cours qui sont liés à cet aspect particulier de la fin de vie. Peut-être qu'on peut rajouter que pour les apprentis médecins, ça commence. Enfin, il y a une formation
incluse dans le cursus de base depuis 2008, en fait, qui est une formation obligatoire. Alors, avec là aussi des inégalités sur le territoire, parce qu'en fonction des universités, le volume d'heures est extrêmement différent. Mais l'idée, c'est quand même de former à un minimum de technique. Alors, c'est un gros mot, je parle mais un minimum de technique, mais surtout, après, ce qui fait effectivement la spécificité des soins palliatifs, c'est la capacité de travailler ensemble, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, de travailler ensemble et de réfléchir à toutes les questions justement relationnelles et éthiques. Voilà, ça c'est un petit peu le corpus, je dirais, de l'enseignement en soins palliatifs, mais qui est maintenant vraiment obligatoire pour les jeunes médecins. On peut dire que pour les paramédicaux, les écoles d'infirmières, d'AS, d'auxiliaires, ça fait très longtemps qu'il y a des modules qui sont obligatoires sur spécifiquement la question des soins palliatifs. Un article dans la proposition de loi qui indique que ça va être un droit donc, pour les soignants et pour les auxiliaires de vie, ce qui est très nouveau, parce que ça, par contre, jusqu'à présent, c'était pas le cas. Et c'est vrai que nous, par exemple, on reçoit dans le service des patients qui ont des pathologies extrêmement lourdes, comme des pathologies neurologiques dégénératives, et puis qui vont séjourner chez nous un certain temps et repartir vers le domicile. Ça, c'est ce que j'appelle des patients gris, c'est-à-dire des patients qui n'ont aucune place nulle part idéale, parce qu'on manque de structures qui sont des structures adaptées à toutes les situations. C'est vrai que ces patients-là peuvent se retrouver à domicile. Alors, ils passent d'un univers qui est un univers où on va dire la concentration de moyens est quasi optimale, à un univers où des soignants, les aidants, n'ont pas du tout de formation. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un fossé qui doit être comblé. Oui, j'avais une question. Quelqu'un tout à l'heure a signalé que la loi Leonetti était largement sous-financée dans son application. Je ne sais pas si des budgets particuliers ont été débloqués à l'occasion de la discussion sur la loi Leonetti-Claes. J'ai une question qui dépend de celle-ci, une sous-question. Comment, au niveau des agences régionales de santé, si je voulais caricaturer, se fait l'arbitrage entre développer les soins palliatifs et acheter un équipement de pointe qui va être demandé par un professeur? À l'heure actuelle, les ressources sont limitées, on est d'accord. Les ressources étant limitées, il doit y avoir un troisième plan national de soins palliatifs qui est en train d'être élaboré, qui devrait sortir, et on aura un peu la réponse à ces questions probablement avec quand ce plan soins palliatifs sera sorti. À l'heure actuelle, je crois que les arbitrages sont en cours pour savoir quels sont les budgets qui seront attribués à ce développement des soins palliatifs et dans quels axes seront priorisés. Lire un peu partout qu'il va falloir 30 ans pour couvrir le territoire national. Madame Chauffour, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce point de vue. Il y a un plan triennal, il n'a pas vu le jour encore, il n'y a rien de précis. Et on parle de 30 ans pour arriver à couvrir le territoire national, et certaines mauvaises langues disent qu'en fait, on mise sur l'évolution de la fin de vie, sur pas le suicide assisté, mais le suicide médicalement assisté qui finalement remettrait en cause totalement les centres de soins palliatifs. Donc la problématique est là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La question du financement. Et la question du financement, on évoquait les progrès de la médecine qui permettent aux gens de vivre de plus en plus longtemps, qui coûtent entre guillemets cher, surtout s'ils deviennent très dépendants, etc. Et effectivement, là, la société est peut-être prise dans une contradiction parce que les progrès de la médecine n'ont rien de moraux, enfin c'est la science, donc la science elle avance, elle propose, le citoyen, le patient entre guillemets dispose, et puis après la société se retrouve avec un fardeau aussi qui peut être celui de patients dans l'extrême dépendance et qui effectivement coûte cher à la société. Donc peut-être qu'il y a une arrière-pensée dans la loi, mais ça, on serait peut-être très polémique en disant ça. Il y a quelqu'un qui l'a écrit quand même, c'est Claude Lanzmann, qui a rédigé un billet d'humeur dans un hebdomadaire où finalement il conclut, il a 89 ans aujourd'hui, donc
comme il l'explique, en plus il a beaucoup côtoyé la mort dans sa vie, à l'occasion de différents conflits, etc. Et il dit, mais est-ce que moi, la personne de 89 ans que je suis aujourd'hui, on ne voudrait pas, avec cette nouvelle, prétendument nouvelle loi, m'expédier un peu rapidement pour des raisons économiques qui ne seraient pas avouées? Une question. Venez, monsieur, venez. Bonsoir tout le monde. Voilà, je viens simplement faire part de réflexions personnelles. Bien sûr que, comme la plupart des gens qui sont ici, je pensais de temps en temps à ma mort. Et je me suis dit, tant que je suis en bonne santé, si j'avais le choix, j'aimerais bien mourir sur mon piano parce que je suis pianiste. Ça ne m'appartient pas. Alors après, je me dis, si je dois être en soins palliatifs, eh bien moi personnellement je fais absolument confiance à la médecine, c'est sûr. Je sais que pertinemment que ce n'est pas une science exacte. C'est malheureux pour tout le monde, c'est comme ça, il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas de loi mathématique qui régisse la médecine. C'est peut-être un rêve de pas mal de gens sur cette terre, des mathématiciens de haut niveau qui essayent depuis des années de trouver l'équation qui décrirait comment ça se comporte à l'intérieur. Ils ne sont pas encore arrivés, mais peut-être que ce sera un jour, ça fera jour, mais c'est pas demain la veille, à mon avis. Bon. Alors compte tenu de ça, je pense que toutes ces personnes qui sont là, elles sont l'image de ces gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont palliatifs. Je leur voue une confiance absolue. Je sais qu'ils font en fonction des moyens qu'ils ont, de leur intelligence, de leur compassion, de leur empathie pour les gens, sinon ils ne feraient pas ce métier. Donc il faut être serein vis-à-vis de ça. Et par ailleurs, je me suis dit aussi, c'est simplement quelque chose que je vous passe comme ça. Il y a une vingtaine d'années, j'ai été accidenté de la circulation et j'ai dû affronter un choc frontal, quoi. Ça se passe comme ça. Et alors là, pendant une fraction de seconde, ça va très vite, on dit qu'on voit toute sa vie défiler. Je n'ai pas vu ma vie défiler, mais je me suis dit, je vais mourir maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais mourir. Et j'étais parti de la maison, et la seule chose qui me soit venue à l'esprit, c'est la suivante, qui m'a beaucoup angoissé, et fait la peine de quitter la planète Terre. J'ai dit, je suis parti, et je n'ai pas pu dire une dernière fois à ceux que j'ai laissés que je les aimais. Ils ne sauront jamais que ma dernière pensée c'était pour eux. Donc je me suis dit, moi, si j'arrive en fin de vie, et si c'est possible, c'est vrai que j'aimerais quand même avoir ce que j'aime à côté de moi. Et s'ils ne sont pas là, eh bien, le personnel médical, j'aimerais bien, c'est une image que j'emploie aussi, que quelqu'un, à cet instant ultime où je vais donner mon dernier souffle, me tienne la main et qu'il me dise, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà. C'est de ça que j'aimerais qu'on me parle. Une petite question qui me paraît pourtant abyssale. Peut-être que M. Grégoire Delory pourra nous mener jusqu'à la fin de la nuit, mais je voulais juste savoir ce que l'on appelle mourir dans la dignité. Vous posez la question à l'un ou l'autre? La dignité, est probablement, le niveau de dignité où je ne sais pas très bien moi-même ce que ça veut dire mourir dans la dignité. Vivre dans la dignité, peut-être plus